Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite de mes aventures dans le royaume de Cyclades d'Emmanuel Quérault, un livre-jeu dans la collection Alconost. Donc ça fait quelque temps, j'avais plus de chauffage sur cette pièce et puis du coup j'ai un petit peu arrêté les vidéos. Alors voici un petit gros plan sur ma feuille de personnage avant de démarrer. Donc je pense que je reviendrai au truc un peu classique, crayon de bois et crayon à papier sur la prochaine partie. Bon, pour l'instant, je termine avec ça. Donc, j'ai l'amulette du volcan, le bouclier d'Athéna. Je connais le chemin pour aller jusqu'à la Gorgone sur sa colline. Je suis accompagné de Dayton et j'ai du combustible. Voilà ce que je comprends sur cette feuille de personnage. Et puis, alors j'avais fait un petit oubli, merci de me l'avoir rappelé, j'ai oublié d'aller au 35, donc je vais le faire tout de suite avant de m'aventurer dans le royaume d'Hadès, si vous en êtes d'accord. Alors je ne sais pas trop si je vais montrer le livre sur cette partie parce que je suis beaucoup plus à l'aise en fait lorsque je n'ai pas la caméra à tenir pour la lecture. Donc c'est à voir si c'est vraiment extrêmement gênant. C'est vrai que c'est plus agréable de voir le texte, mais surtout sur ce gros livre, c'est pas super pratique. Donc je vais d'abord me rendre au 304 avec un poil de retard par rapport à la règle. Alors, petite remise en mémoire de la fin de la vidéo précédente. Eh bien, j'ai été contacté par Zeus sur l'île de Paros. Et il cherche un courageux pour y descendre et trouver Hadès et le convaincre de laisser revenir Perséphone. Je n'ai pas fait le choix de, pour l'instant, savoir est-ce que j'accepte, est-ce que je refuse. Je le ferai tout de suite après mon rendez-vous au 304. Le vent vient de singulièrement forcir et votre voilier est désormais ballotté par la houle sous un ciel orageux. Les lames, n'excédant pas 4 coudées, vous comptez bien surmonter sans péril cet obstacle imprévu. Mais vous ne pouviez pas anticiper le défaut dans votre toile gonflée qui soudain se déchire sur 2 empans de longueur. Fulminant contre Héphaïstos qui aurait pu vous confier une embarcation de meilleure qualité, vous mettez à la cape, puis vous résolvez finalement à affaler afin de ravauder la toile en dépit du tangage. L'accroc n'est qu'à moitié réparé quand se profile l'imposante structure d'une trière marchande. Comprenant que vous vous trouvez en difficulté, l'équipage du navire a replié les rames pour vous approcher par bâbord. Des cordages sont lancés et voilà votre rafio remarqué tandis que vous grimpez agilement jusqu'au pont du vaisseau. Vous craignez un instant pour votre sécurité en constatant que le capitaine et ses hommes sont tous d'origine perse. Les guerres étant si fréquentes et meurtrières entre l'Empire achéménide et les cités grecques, l'idée vous traverse l'esprit qu'ils ne soient que des forbans opérant sous pavillon commercial. Leurs manières bonhommes ont toutefois tôt fait de dissiper vos préjugés. Un marin est envoyé sur le champ s'occuper de votre avarie, tandis que le capitaine, qui se présente sous le nom d'Elimaïs, vous convie dans sa cabine sous le pont avant, afin de partager un rafraîchissement. Installé sur le même divan, dans une pièce sombre au relent de cire à bois, vous dégustez de l'amoa dans une corne de bœuf. Cette boisson orientale, obtenue par le suc de feuilles de vigne écrasées, est réputée très alcoolisée. Heureusement, Elimaïs ajoute à la boisson aigre et laiteuse un peu d'eau et de jus de grenade, si bien que le mélange s'avère aussi surprenant que savoureux. Tout à la fois négociant, armateur, voire cartographe à ses heures, le petit homme olivâtre, aux sourcils charbonneux et arqués, s'avère un impénitent bavard. Vos rares interventions sont invariablement ponctuées par d'exubérantes exclamations qui précède une reprise immédiate de son fantastique débit de parole. Vous en venez donc à vous laisser bercer par le récit de sa vie, de ses voyages et de ses multiples rencontres. Un choc terrible
interrompt cependant Élie-Maïs au milieu d'une phrase, faisant trembler les cloisons de la pièce. Tous deux levaient les yeux au plafond. Votre cœur, qui a fait une embardée, repart en accélérant de plus belle. Quand retentissent le cri des marins. Des hurlements de frayeur, des hurlements d'agonie, bientôt couverts par un rugissement bestial qui tire le capitaine de son hébétude. « Par les écailles d'Ahriman !» s'exclame-t-il en dégainant un sabre très courbé, avant de gravir les quelques marches qui précèdent l'écoutille. Vous pouvez remonter à sa suite au 59, rester en embuscade dans la cabine, ou vous faufiler au dehors par un panneau mobile percé sur le côté. Alors, un petit gros plan sur ma feuille de personnage, à nouveau. Donc je rappelle que j'ai -1 aux épreuves, que j'ai 4 points d'héroïsme. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, je vais remonter à sa suite, je vais l'accompagner bien sûr. Je vais donc en 59. Une seule créature est responsable du chaos qui règne sur le pont. Tantôt bondissant d'un puissant battement de ses ailes aquilines, tantôt galopant sur ses pattes de fauve, la chimère ne semble avoir pour but que d'éventrer, déchirer, mordre et lacérer tout ce qui passe à sa portée. Un pan entier de voile flotte comme une funeste bannière au-dessus d'elle, accidentellement accroché à ses longues cornes de chèvre. Des intestins pendent de la tête de serpent tandis qu'elle coupe pratiquement en deux un malheureux matelot happé entre les mâchoires de lion. Malgré l'épouvante que vous inspire ce spectacle, vous trouvez tout près des cordages remorquant votre voilier. Mais un cri d'Élie-Maïs vous distrait. Le capitaine s'élance courageusement à l'assaut du monstre, seul, car tout l'équipage survivant cherche à se cacher, certains plongeant même dans la mer afin d'échapper à la mort volante. On a une petite illustration relativement modeste, je vous la montre. Ça manque un petit peu d'ombrage, si j'ose dire. Son sabre trace un sillon sanglant dans le flanc de l'ennemi, mais Élie-Maïs ne reçoit pour seule récompense de sa bravoure qu'un violent coup de patte qui l'envoie rouler sur le pont. La chimère ne semble pas se ressentir cette blessure. Elle avance souplement vers le capitaine moribond dans l'intention de l'achever. Vous pouvez voler à son secours en attaquant vous-même ou gagner votre navire pour le détacher de la trirème 183. Bon, on ne va pas se la jouer quoi, hein, c'est clair. Donc on va aller au 183. Le 283, bien sûr. Vous saisissez à deux mains la garde de votre arme tout en approchant de la bête. Celle-ci n'a pas conscience de votre présence dans son dos. La longue tête reptilienne pivote au tout dernier moment, mais trop tard pour anticiper l'attaque. Hélas, un coup vain, aussi inepte que le caillou lancé à la face du Minotaure par un fils d'Athènes sacrifié. Vous pensiez que le bronze allait déchirer les chairs, s'enfoncer profondément dans la cuisse charnue. Mais vous auriez aussi bien pu frapper le tronc d'un arbre centenaire. Une estafilade vermeille souille bien à présent le pelage du monstre, mais ce dernier réplique d'une ruade qui vous frappe au ventre et vous fait chuter en arrière. Descendez votre niveau de santé d'un cran et augmentez d'1 point votre valeur d'héroïsme. Donc je passe à 5 en héroïsme et je suis, tenez-vous bien, agonisant au niveau de ma santé. Je vais un petit peu haché parce que je parle en même temps que je fais ça. Même si elle semble un minimum vulnérable et non invincible, vous ne pourrez venir à bout de la chimère sans l'aide d'une arme plus meurtrière. Votre cœur se serre en constatant que votre intervention ne l'a pas détourné de son objectif premier, à savoir achever Élie-Maïs qui peine à se relever. Mais c'est le moment que choisissent les plus veillants des matelots pour accourir à la rescousse. Comprenant que cette diversion est votre ultime chance d'échapper aux griffes du monstre,
vous vous résolvez, la mort dans l'âme, à fuir vers votre voilier. Ah bah c'était totalement inutile de venir à son aide, je suis fort surpris. On n'est pas récompensé pour la bravoure, je suis fort déçu, ma foi. Les amarres sont à portée de main et paraissent solidement attachées. Trop tard pour tergiverser de toute façon. Vous vous y suspendez en y enroulant vos chevilles, puis descendez aussi rapidement que vous le pouvez la longueur de l'un tressé en ignorant autant que possible les hurlements et les bruits de combat inégal. Une fois au-dessus de votre embarcation, vous y laissez tomber puis tranchez le cordage. La voile a heureusement été reprisée. Vous la déployez et vous vous éloignez fiévreusement de la trière en ne cessant de vous retourner, vous attendant à chaque instant à en voir s'envoler la chimère pour vous suivre. Pourtant, la silhouette du grand navire se réduit progressivement jusqu'à disparaître dans l'horizon brumeux de la chaleur, sans que vous l'ayez vu abandonner son massacre. Malgré sa capacité à retrouver votre trace dans l'immensité de la mer Égée, elle n'a pas su vous identifier ni remarquer votre fuite dans le tumulte du combat. Cette faiblesse vous soulage quelque peu de la honte et du chagrin qui vous étreignent en songeant au malheureux équipage. Même si vous ne pouviez prévoir une telle catastrophe, vous êtes responsable du trépas de ces hommes. Augmentez d'un votre total d'errance, puis retournez à la section navigation. Eh bien donc, je vais passer en 40, donc voilà, l'erreur est réparée, à peu près, on va dire. De toute façon, j'ai abandonné l'idée de faire des vidéos sans misplay, même sur un bouquin, pour tout vous dire. Alors, je vais reprendre à mon paragraphe d'origine, qui est celui-ci. Même si vous n'en menez pas large, le moment est peut-être idéal pour lui proposer de se trouver un autre volontaire au suicide qu'il vous pose, puisqu'il vous pose la question. Vous pouvez vous fendre d'un, s'il le faut, fataliste, ou révéler qu'une autre divinité a déjà fait appel à vos services pour une tâche qui ne saurait souffrir un si long délai. Rendez-vous au 558. Donc moi, je vais choisir le 408, puisque je suis intrépide et valeureux, n'est-ce pas? Donc je vais descendre dans le royaume d'Hadès pour rendre service à Zeus. Par ailleurs, c'est pas prudent peut-être de dire non au dieu des dieux. Donc c'est le 408. Parfait. Alors voilà ce que tu vas faire. Déméter rôde autour de l'entrée des enfers sous l'apparence d'une vieille femme en guenilles. Dans le village, ils la connaissent sous le nom de Dozo. Va à sa rencontre. Mais inutile de montrer que tu sais qui elle est en réalité, ça ne lui plairait guère. Ces petits jeux hypocrites et mensongers entre divinités ne vous sied guère non plus, même si vous n'en laissez rien paraître. Tu marches vers l'est, jusqu'à apercevoir un nid solitaire au sommet d'une butte. Tu ne pourras pas le rater. L'arbre est impressionnant. Dozo s'y trouve en ce moment. Va la voir et elle te proposera d'aller chercher Perséphone. Elle connaît le moyen de pénétrer dans le royaume souterrain et elle saura te conseiller ou t'aider pour que tu puisses le traverser et en revenir. Par contre, quand tu rencontreras le gardien des appartements d'Hadès, ne lui parle surtout pas de Dozo ou de Déméter, ça te compliquerait la tâche. Rendez-vous au 371 si vous interprétez Antianéra, sinon Zeus disparaît sans prévenir. Vous pouvez alors suivre ses instructions ou reprendre la quête d'Héphaïstos. Alors j'interprète Antianéra, ça va être le 371. Maintenant, je suis bien conscient de t'en demander beaucoup. Le maître des dieux qui cherche ses mots. J'aurais vraiment tout vu. Son regard fixe un point à l'horizon au-dessus de ma tête, l'air hésitant, aussi immortel et omnipotent qu'il est. Ça ne sera pas sans danger.
je fais confiance à ma sœur, enfin à Dozo, pour te faire franchir la terre des morts. Mais quant au palais d'Hadès, ça sera une autre histoire. J'apprécie votre franchise, je me doute bien qu'on n'y entre pas comme dans un moulin. J'ajoute cela d'un air bravache, avec un sourire à un coin tendu, tandis que le roi de l'Olympe me jauge de nouveau du regard. Ses lèvres charnues s'étirent largement et des étoiles paraissent scintiller au fond de ses iris d'un bleu surnaturel. Il s'avance jusqu'à se tenir devant moi. Son odeur corporelle m'évoque un souvenir, un lionceau à peine sorti du ventre de sa mère que j'avais caressé quelques instants avant qu'il ne soit livré au dresseur. La même senteur, suave et sauvage à la fois. Je dois tendre le cou pour continuer à le dévisager, car je m'en rends compte que maintenant, j'ai beau être grande, même selon les critères de mon pays, Zeus est un colosse qui me domine d'au moins un empan. Ses manières sont pourtant délicates quand il pose ses larges mains sur chacune de mes épaules et je ne peux m'empêcher de tressaillir à ce contact inattendu. Je sais ne pas me tromper en te demandant cela. Antinéra de City, ta vaillance est réputée. Il s'agit d'un défi à ta hauteur et tu l'emporteras si tu acceptes de le relever. Vous ne me connaissez pas. Ne vous en offensez pas, mais seuls mes propres dieux ont été témoins de mes actions. Toutes ne sont pas glorieuses, tant s'en faut. Je n'ai toujours pas réussi et ma patrie est sur le déclin. C'est pour ça que je suis venu. Je te connais, Antinéra, depuis très longtemps. J'attendais avec impatience l'occasion de croiser ta route. Ses doigts se crispent légèrement sur ma chair. Ses paupières se closent à moitié tandis que ses lèvres s'approchent des miennes. En quelques fractions de seconde, je comprends à la fois ce que désire le dieu et que son aura me subjugue. Que ce soit inhérent à sa volonté ou non, le magnétisme fantastique qui l'entoure obscurcit ma raison pour me priver de mon libre arbitre. Passez une épreuve mentale de difficulté 8. Si vous la réussissez, vous avez la possibilité de repousser l'immortel. Dans le cas contraire, ou si c'est ce que vous préférez, laissez-vous embrasser. J'hésite. On me demande de faire une épreuve. J'ai plus 2 en mental, mais j'ai moins 2 à cause de mon niveau de santé. Je vais me laisser embrasser, je ne vais même pas tenter l'épreuve, c'est vous dire. 565. Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Je ne sais plus ce que je m'étais imaginé, peut-être la même fougue teintée de rudesse que j'avais connue dans les bras des 3 guerriers précédemment connus comme amants. Mais s'il a le physique d'un homme rompu au combat, Zeus n'en a aucunement les manières. Loin de se plaquer contre la mienne, sa bouche m'embrasse le pourtour des lèvres par à-coups, tandis que sa langue cherche précautionneusement la mienne, presque timidement. Cette délicatesse me surprend, d'autant qu'elle n'est pas signe de gaucherie comme le prouve l'étreinte ferme et implacable des bras qui se sont refermés autour de ma taille. Submergé par un flot de sensations nouvelles, électrisé comme jamais par les doigts qui se sont glissés sous ma tunique, je tente néanmoins de reprendre l'initiative en lui saisissant les bras. Mais le dieu nous entraîne sur l'herbe fleurie et son corps soudain plaqué contre le mien est la seule chose que je désire en ce bas monde. Je lui prends ses mains pour les poser sur ma poitrine. Leur douceur m'arrache un gémissement tandis que, répondant à mon désir, Zeus me caresse en devinant exactement à quels endroits je suis la plus sensible. De son bas-ventre, pressé contre le mien, émane une chaleur affolante, effrayante, inhumaine. Pourtant, c'est moi qui l'entoure de mes cuisses dénudées pour aller à la rencontre du brasier qui m'incendie le creux des reins. Je perds alors conscience de l'instant présent. Sensation et volupté m'accaparent l'esprit. Je me sens ballotté comme une branche d'arbre emportée par un torrent impétueux, mais sans aucun sentiment d'insécurité.
Il ne peut rien m'arriver avec un tel compagnon, et je me laisse aller au plaisir, au mien, tout comme à celui de l'être qui a démoli tous les ponts qui nous séparent toutes nos différences, à une seule fin, de me donner accès à un autre monde, à une autre dimension que nul autre ne pourrait connaître aux côtés d'un simple mortel. Je me suis vraiment évanoui. À quel moment exact, impossible de le dire, mais ma chair pantelante garde encore le souvenir de cette fantastique étreinte. Me redressant soudainement sur mes coudes, je prends conscience d'être seul. Mon divin partenaire s'étant volatilisé. Le mur du temple m'aide à me redresser et je rajuste ma tunique. Désormais partagée entre la réminiscence de ces moments délicieux et la honte de m'être si facilement donné. Mais le remords ne dure guère. Je ne suis pas du genre à regretter longtemps le passé qu'on ne peut changer. Pourquoi pas, après tout? Quelles conséquences cela peut-il avoir, hormis de laisser dans mon jardin secret le souvenir d'une expérience unique et délicieuse? Une petite voix intérieure aimerait creuser plus loin la question, mais je la fais taire pour me concentrer sur mon avenir immédiat. Inscrivez le mot Zeus dans vos notes. Vous pouvez aller chercher Déméter comme convenu ou reprendre la quête d'Héphaïstos. Alors, je vais noter Zeus dans mes notes. Alors, je n'ai pas retrouvé mon crayon rouge, donc là, c'est du bleu. Casse-pied, ce bouchon, il tient jamais, excusez-moi. Donc, je vais aller au 291. 291. La nuit est plus fraîche que les précédentes. Rien de très désagréable, mais vous vous satisfaites de voir la butte au fameux arbre solitaire se dessiner pour mettre un terme à votre marche prudente sous les étoiles. Augmentez d'1 point votre total d'errance. Je passe au 41. La côte est raide jusqu'à l'arbre au sommet. Bien trop pour la forme courbée sur un bâton qui vous attend sans bouger dans l'ombre de l'épais feuillage. Le visage de la vieille femme est entièrement dissimulé sous la capuche d'une imation de laine drapée autour de sa frêle silhouette. Elle porte bien haut une torche embrasée qui embaume l'air d'une entêtante fragrance résineuse. Vous notez également la présence incongrue d'une petite statue de bronze représentant un homme ou une femme. Il vous est difficile d'en juger à cause du manque de lumière. Il tient parfaitement en équilibre dans l'herbe, sur ses 2 jambes, malgré l'absence de socle, et mesure dans les 2 coudées de hauteur. Dozo, te voilà enfin. La voix n'est ni éraillée ni grinçante. À peine celle d'une femme d'âge mûr, comme la main gracieuse qui s'agite en même temps qu'elle parle. Petit aparté sur la scène précédente, c'est quand même super chaud. Hein. C'est pas interdit aux moins de 16 ans, ce bouquin, mais c'est la première fois que je vois une scène comme ça dans un livre dont vous êtes l'héros. C'est vraiment très dépaysant et c'est, je trouve, super. Ne perdons pas plus de temps, je t'en prie. Si tu es ici, c'est pour me proposer ton service, évidemment. J'ai appris que Perséphone est retenue contre son gré dans le palais d'Hadès. Tu vas donc la retrouver et la ramener à la surface. Alors pourra reprendre le cours normal des saisons. Le palais d'Hadès dans les enfers? Tout à fait. Mais comment? Par là. Et la vieille femme doit vous indiquer quelque chose à l'arrière de l'if. Vous contournez le large tronc pour constater que ce dernier est évidé à l'arrière. Des marches en bois ont même été taillées et descendent dans des profondeurs qui exhalent des remugles poussiéreux, une odeur de tombeau. Voici l'une des entrées des enfers. Goléthé t'y accompagnera et te permettra d'éviter Cerbère, de traverser le royaume des morts sans danger et d'atteindre le palais. Tu n'auras qu'à
Retrouvez Perséphone et à la délivrer. Elle saura alors vous ramener tous deux ici. Goléthé, un froissement dans l'herbe attire votre attention et votre mâchoire manque de se décrocher lorsque vous voyez la statue s'ébranler avec hésitation, avancer d'une démarche saccadée puis s'incliner devant vous avant de prononcer quelques mots dans votre langue natale. Honoré de faire votre connaissance, encore plus de vous servir. Le débit est taché. La voix semble provenir de très loin, comme assourdie par un bâillon. Mais la diction est parfaitement audible et compréhensible. Quel prodige est ici à l'œuvre. Une création d'Héphaïstos déclare Dozo comme si elle lisait dans votre esprit. Goléthé est un automate hypnotique. Son contact apporte une forme de somnambulisme très particulière, à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, le matériel et l'immatériel, la vie et la mort. Tant que tu tiendras sa main, tu pourras traverser les domaines souterrains sans craindre d'être aperçu par son gardien Cerbère ni par les différents rois d'en dessous. L'être artificiel parfait. Son seul défaut est d'avoir été éveillé à la conscience et donc de se distraire en bavardage. Pour l'instant, la statue se contente de pivoter par à-coups sa tête pour vous dévisager tour à tour, vous et sa maîtresse. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Nous restons là, à parler, et pendant ce temps, Perséphone souffre le martyre entre les mains abjectes d'Hadès. Va et ramène-la saine et sauve au plus vite. Goléthé s'approche jusqu'à faire face à la sinistre ouverture et vous tend sa petite main métallique à 4 doigts. La gorge sèche, vous songez aux dizaines de récits faisant écho d'une telle aventure et des rares héros à être ressortis vivants. Jamais vous n'auriez imaginé devoir tenter votre propre catabase. Tout cela a bien été trop vite pour vous. Il vous est possible de vous enfuir pour vous réfugier au village et chercher un endroit où dormir, ou d'obtempérer et de pénétrer dans le tronc en compagnie de l'être métallique. Je vais bien entendu au 137. L'intérieur de l'arbre est sec et d'un noir d'encre. Vous commencez à tâter les marches du bout du pied, mais Goléthé exerce une traction sur votre main et vous basculez tête en avant dans les ténèbres. Vous ne vous souvenez pas du choc. Il ne vous semble pas avoir perdu connaissance. Pourtant, la situation est tout autre l'instant qui suit. Une immense caverne au plafond indistinct vous environne. Déserte si l'on accepte le matin à 3 têtes et de la taille d'un éléphant qui se dresse devant l'un des tunnels de sortie. Les 6 yeux de Cerbère flambent comme des nappes d'huile incendiée. Sa queue serpentine balance de gauche à droite en un mouvement régulier. Il ne paraît pas avoir remarqué votre présence, car ses regards fixent un autre boyau plus à votre gauche. « Viens !» vous intime l'automate d'une voix qui grince abominablement dans ce vaste espace. Il ne peut ni nous voir, ni nous entendre. Les doigts de Goléthé sont toujours crispés sur les vôtres. Vous serrez les dents pour ne pas hurler ou vous débattre quand il prend les devants en se dirigeant vers le monstre. Vous pouvez presque palper sa fourrure infestée de tiques, grosse et pâle comme des fruits blés, quand votre compagnon se retourne. La fente qui lui tient lieu de bouche s'élargissant pour un simulacre de sourire. Tu vois, rien à craindre. Vous l'étrangleriez volontiers pour s'être exclamé si bruyamment, mais force est de constater qu'il a raison. Cerbère ne réagit en aucune façon. Vous pénétrez maintenant dans le tunnel gardé qui s'élargit peu à peu jusqu'à ce que les parois disparaissent de votre champ de vision. Nulle torche ne flamboie. Il vous tient quelques minutes pour réaliser que... Il vous faut quelques minutes,
Je bégaye pas mal ce soir, je ne sais pas pourquoi. Il vous faut quelques minutes pour réaliser que vous distinguez votre environnement malgré l'absence d'éclairage. Votre vision a changé. Les couleurs sont fanées, les contours de l'automate en permanence tremblotent quand vous cherchez à les fixer du regard. Mais vous bénéficiez toutefois d'une forme de nyctalotopie au sein de ces profondeurs. Puis à quel âge? Comment ça 28 ans? Pourquoi? Moi, j'ai été créé il y a 12 ans. Ah, la question saugrenue vous surprend, surtout en un lieu si oppressant. Mais comme seul le sol pierreux et un brouillard noir qui va s'épaississant agrémentent votre marche souterraine, vous finissez par rebondir sur sa question. Tu as donc la notion du temps qui passe? Eh bien d'autres concepts humains. Je perçois les émotions. Là, par exemple, je sens ta peur. Pas trop difficile, marmonnez-vous. Vous continuez de marcher en silence. Impossible de savoir si Goletté est vexé, perdu dans des songeries mécaniques ou s'il n'a simplement rien de plus à dire, vu la faible expressivité de son visage lisse. Vous évoluez désormais dans une plaine jonchée de cailloux. Les émanations fulgineuses sont encore plus noires ici, comme des nuages lourds se traînant au-dessus du sol. Vous vous gardez bien de les traverser. Des groupes d'individus sont visibles au loin. Ils luisent faiblement dans ce monde lugubre comme des lucioles maladives. Des morts, sans doute, conduits vers leur dernière demeure. Jamais vous n'en approcherez et vous les dépassez si rapidement que vous comprenez évoluer à une allure hors du commun, sans rapport avec le rythme somme toute normal de vos pas. Encore un effet surnaturel prodigué par l'être de bronze, songez-vous. Celui-ci reprend justement la parole. Pour ta gouverne, nous traversons l'Éreb. Ici sont jugés les morts. Thanatos dirige. Cet endroit et le surveille. Mais lui non plus, il ne nous arrêtera pas. Tu vois son trône là-bas? Le bras courteau s'est tendu pour désigner un point éloigné hors de votre trajectoire. Vous distinguez en effet une éminence dans la plaine, surmontée d'une bâtisse ou d'un piédestal, d'un trône géant, peut-être bien. Il vous semble entrevoir une silhouette massive à proximité et trois autres voltant au-dessus. Vous pouvez insister pour vous en approcher ou vous contenter de suivre l'automate. Alors moi et ma curiosité maladive, je vais aller au 429. Alors rendez-vous au 479 bien sûr, petite erreur de paragraphe. 479. Goletté proteste mais se laisse pourtant entraîner sans relâcher sa prise quand vous prenez la direction du monticule. Votre mystérieuse vélocité sur ce terrain plat vous permet d'en approcher à quelques stades sans l'avoir réalisé et vous vous arrêtez net pour observer le souverain de l'Éreb. Thanatos est bien assis sur son trône. De grès sombre, le meuble cyclopéen est aux dimensions de son occupant. Un géant haut de 8 coudées qui observe l'horizon, nonchalamment accoudé avec le menton dans une main. Les nuages de brouillard sombre vous masquent de nombreux détails, mais pas les trois silhouettes féminines qui volent en cercle au-dessus de lui. Nue, la peau d'un rose soutenu, de courtes cornes sur le front et des yeux en amande disproportionnés, d'un noir aussi profond que celui de leur chevelure flottante, elles évoluent sans ailes dans le vide tout en invectivant Thanatos. Leurs voix criardes vous sont inintelligibles, mais elles n'ont pas l'air d'affecter l'apostrophé qui conserve son attitude marmoréenne. Petit aparté du lecteur, je suis assez impressionné par le vocabulaire de ce livre. Je ne me sens pas particulièrement inculte, mais il y a quand même un certain nombre de mots de vocabulaire que je ne connais pas dans ce livre, ce qui est assez rare. Bref.
Les Érénies, commente votre compagnon, je ne veux aller plus loin. Leur perception est différente. Elles peuvent sentir ma présence. C'est trop dangereux. Il exerce une légère pression pour vous inciter à reprendre votre progression dans le sens opposé. Vous pouvez l'écouter ou lâcher sa main pour grimper jusqu'au trône. Bon, je vais l'écouter. Bien sûr, je vais au 377. 377. Alors, un gros paragraphe, le 377, apparemment. Le paysage vient d'évoluer en un clin d'œil. Vous alliez donner volontairement un coup de sandale dans un caillou anthracite quand celui-ci laisse place à un cristal mauve et translucide. Levant les yeux, vous constatez que le sol rocheux s'est changé en une plaine couverte d'herbes rases et dorées, parsemée de minéraux qui proposent toutes les nuances chromatiques inimaginables. Au loin, certains de ces blocs de cristal atteignent des dimensions formidables. Ils sont rassemblés de manière à former de vastes cercles au sein desquels sont rassemblés des groupes de personnes. Mais l'étrange réverbération du ciel verdâtre vous empêche clairement d'en évaluer l'identité ou même le nombre. Nous voici dans les Champs-Élysées. Comme tu le sais, sans doute, les héros, les âmes nobles et les méritants se trouvent ici. Je te souhaite d'y accéder quand tu mourras. Merci, répondez-vous un peu ironiquement. Et toi, Goletté, pas d'enfer pour les automates ou les golems, le taquinez-vous? Non, je ne pense pas. Vous observez votre compagnon ayant noté comme du chagrin dans sa voix. Son visage lisse ne reflète cependant aucune expression. Ça doit être bien de vivre sans avoir peur de la mort, philosophez-vous à voix haute. Ça doit être bien de vivre tout court. Vous sursautez en vous arrêtant de marcher. Ce regret, son sens de la formule si humain, l'amertume cette fois bien reconnaissante dans sa voix. Vous ne savez pas ce qui vous surprend le plus, mais vous observez désormais l'être mécanique sous un autre angle. Un ruban scintillant apparaît bientôt à l'horizon de ce décor fantasmagorique. Il s'agit d'une rivière dont vous vous approchez à grands pas. Son cours est rapide et ses eaux luisent de l'éclat de myriades d'étoiles qui semblent reposer sur son lit. Un pont taillé dans un cristal turquoise et translucide l'enjambe à quelques coudées de hauteur. Voici l'été, l'un des fleuves qui court dans ses profondeurs, avec le Cocyte, l'Achéron, le Styx ou encore le Phlegéton. Petite note du lecteur, l'auteur s'est quand même fort bien documenté, ça transparaissait déjà depuis le début du livre, mais c'est un festival, quoi. C'est un plaisir de parcourir la Grèce antique. Un fleuve, ça, dans quelle mer souterraine se jette-t-il? Mieux vaut pour toi l'ignorer. Là-bas se trouve la cour du roi Adamante. L'ancien roi de Crète, le frère de Minos? Exactement. À présent, il gouverne les Champs-Élysées. Un grand honneur qu'Hadès lui a fait, parce qu'il était juste, mais impitoyable de son vivant. Il ne faut surtout pas qu'il te voie, sinon il te punira. Une assemblée d'une centaine de personnes est réunie dans un autre cercle de cristaux levés. Leurs toges semblent miroiter d'argent, mais elles sont distantes d'au moins une vingtaine de stades sur la droite et Goletté n'a aucune intention de s'approcher d'eux. Vous pouvez réfréner votre curiosité ou l'entraîner de force dans leur direction. Alors je vais suivre Goletté. Est-ce que ce n'est pas la voie de la sagesse? Je vais réfréner, comme il est si bien écrit, ma curiosité.
Et donc je vais au 122. Alors si vous êtes ici encore à ce stade-là de la lecture et que vous êtes intéressé par cette vidéo, j'aimerais que vous me disiez si ça vous gêne que je ne montre pas le texte ou si ça vous paraît, si ce n'est indispensable, tout au moins meilleur. Petit aparté du lecteur. Vous avez franchi le pont depuis quelques minutes, ou quelques heures peut-être, quand une falaise de pierre blanche vient vous bloquer le chemin. Comment ne l'avez-vous pas remarqué plus tôt alors qu'elle vous domine désormais d'une attitude à donner le vertige? Imperturbable, Goletté vous entraîne dans l'ouverture d'un tunnel bref, si l'on en croit la lumière pourpre qu'il éclaire depuis son autre extrémité. Un spectacle de désolation vous attend lorsque vous en ressortez. Les herbes jaunes ont laissé place à une terre brune et limoneuse surplombée par une couche de nuages bas. Ces derniers émettent une luminosité rougeâtre qui ne repousse qu'à grand-peine l'obscurité que l'on devine tapie dans chaque repli de terrain, prête à fondre sur ce marécage pour l'engloutir en son sein. Le Tartare assène l'automate en vous incitant à continuer. C'est là que sont condamnés à rester ceux n'ayant pas eu droit aux Champs-Élysées. Mais c'est aussi là que se trouve le palais d'Hadès. Dès votre premier pas, la fange glacée s'est infiltrée sous vos pieds et entre vos orteils. Un contact visqueux et répugnant que vous devez pourtant endurer avec stoïcisme pour accompagner votre compagnon métallique. Lui n'a pas à se soucier de tels désagréments. Cette colonne de gens là-bas en avant, ce sont eux les morts condamnés? Oui, et je te déconseille vivement d'entrer en contact avec ces gens. Ils n'ont plus le droit de communiquer, même entre eux. C'est Hadès qui a édicté ces règles? Je l'ignore, mais il est apparu que la solitude est l'un des pires tourments que peuvent connaître les hommes, surtout si elle dure trop longtemps. Il marque une pause que vous ne remarquez pas, méditant sur ces dernières paroles. Vous n'aviez jamais envisagé votre propre existence sous cet angle. Est-ce là quelque mise en garde involontaire, un augure vous concernant en premier chef? Je crois comprendre ce châtiment et ce sentiment. Tu te sens seul, Goletté? Vous n'avez pas dissimulé votre surprise en vous tournant vers lui. La voix mécanique vous répond sans hésitation, mais enrouée et grinçante. Je suis seul. Pas tout à fait en ce moment. Je m'esclaffe à moitié et lui donne une tape amicale sur son épaule qui résonne à la manière d'une cuirasse vide. Sa bouche caverneuse s'étire aussitôt. Merci, maître. Oh, arrête, je ne suis pas ton maître. Cette fois, c'est vous qui accélérez le pas, l'espoir de quitter au plus tôt cet endroit de malheur. Des mares givrées, des étangs couverts de flamèches vertes et des lacs de soufre en ébullition égayent votre pénible progression. L'air vicié irrite votre gorge, s'insinue dans vos poumons, obscurcit vos pensées. Lorsque vous sortez de votre abattement et relevez enfin la tête, vous découvrez une double colonne d'esprits diaphanes qui avance à proximité, mais sans vous prêter attention. Il s'agissait d'hommes et de femmes autrefois. Leurs traits sont encore reconnaissables ainsi que les vêtements qu'ils portaient au moment de leur trépas. Mais ils ont perdu en consistance et en couleur, ne subsistant que sous la forme de ces silhouettes grises et éthérées au visage marqué par le chagrin, leurs traits obscurcis par un fardeau encore plus pesant que celui qui minait leur conscience dans le monde d'en haut. Allez au 92 si vous jouez le rôle de Brasidas, sinon vous pouvez interroger les morts ou les ignorer. Je vais malheureusement les ignorer et les laisser à leur solitude. 527. Enfin, vous apparaît la demeure du souverain des morts.
Non pas à l'horizon, ni à l'ouverture d'un virage ou du sommet d'une colline, trois éléments inconnus dans cet univers souterrain fantasmagorique, mais surgit inopinément du néant. Vous cheminiez depuis ce qui vous semblait des heures, quand une ombre est venue s'immiscer parmi les reflets embrasés de la chape nuageuse. Levant les yeux, vous avez découvert la forteresse qui vous attendait. À moins d'un stade de là, dominatrice, mais terriblement isolée au milieu de cette terre fangeuse. L'architecture ne vous évoque rien de connu. Massif, garni d'épaisses tours circulaires et de murailles, dont le sommet est découpé comme pour former une dentition carrée et disgracieuse, le palais est fortifié d'une manière de prime abord aberrante, puisque des dizaines de portes permettent de s'y introduire. Vous en repérez partout, au ras du sol, le long des façades, au sommet des marges extérieures ou nichées près du sommet. Des ouvertures de dimensions variables, protégées par des battants d'airain, couvertes de planches ou ouvertes sur le vide, rectangulaires ou voûtées comme des arches. Certaines gardées par des silhouettes indistinctes, mais la plupart libres d'accès. Goleta vous attire vers une aile bien précise du vaste bâtiment, avant que vous ayez eu le temps d'y chercher un point faible. Je devine la présence de Perséphone. Déméter m'a fourni un charme pour que je ressente la proximité de sa fille. Le petit être, ne vous ayant pas failli jusque-là, vous le suivez vers la droite du palais aux pierres tristes et massives. Il vous conduit devant une double porte d'ébène aux vantaux recouverts de crânes, de fémurs et de tibias humains. L'un des battants est mal refermé et vous vous glissez prudemment par l'ouverture pour vous retrouver dans un couloir éclairé par des torches crépitantes. L'intérieur du palais n'est guère moins sinistre, les murs nus et froids se prolongeant où que vous portiez le regard. Suprême paradoxe, aucune ouverture n'est ici visible. Vous n'avez d'autre choix que de suivre le corridor dépouillé de tout ornement vers la droite ou la gauche, sans que vous remarquiez d'arches, de portes ni de passages. Attention, à partir de maintenant, nous serons visibles. Je t'accompagne, mais je ne puis guère plus t'être utile, j'en suis désolé. Tu peux au moins me dire où aller, répliquez-vous en tournant ostensiblement la tête vers l'une ou l'autre partie du corridor. La salle du trône est proche, j'en suis sûr, avec Perséphone dedans, mais je n'ai pas plus de précision. Vous retenez un soupir qui serait immérité, puisque l'automate vous a fait parvenir jusqu'ici sans difficulté. Dommage toutefois qu'il vous fasse faux bond à l'intérieur même de la gueule du loup. Vous pouvez suivre le couloir vers la gauche, où les torches sont plus nombreuses, ou vers la droite, sensiblement moins éclairée. Je vais prendre le moins éclairé, on peut supposer qu'Hadès est plongé dans la pénombre. C'est un maigre raisonnement, mais je vais le tenter. 160. 160. Derrière l'épais rideau à demi tiré s'ouvre un nouveau corridor en pierre taillée au sol dallé de grès. Ce passage ne tarde pas à déboucher sur une pièce tout en longueur, si étroite qu'il est impossible de la franchir sans se mettre à portée des crocs d'un fauve attaché au mur par une chaîne. Un chien géant, rappelant vaguement Cerbère, mais doté cette fois de 2 têtes, aux poils longs, d'un jaune sale et 2 fois moins haut, c'est-à-dire du gabarit d'un veau. Des balles flamboyantes sont figées dans ses orbites, ses gueules ouvertes sur 4 rangées de dents pointues baignées d'une bave écumante. Vous n'avez pas le temps de réagir que 2 longues traînées de flammes jaillissent d'entre ses crocs et seuls vos étonnants réflexes vous permettent d'échapper à l'immolation. Vos cheveux roussissent et le rideau s'embrase comme une mèche de bougie dans votre dos. Mais votre bonne fortune ne dure guère, car la chaîne se révèle juste assez longue pour que le chien géant puisse vous sauter dessus.
Eh bien, c'est un combat. C'est Orthos. Alors, je vais pouvoir lancer un projectile. J'ai un doute. Je ne crois pas que je puisse lancer un projectile. Je vais vérifier. Modificateur de combat 0 et son niveau de santé, bien entendu, est à un niveau excellent. Eh bien non, il est en moyenne santé. Il est en moyenne santé. Ça, c'est le sigle moyen. J'ai un peu de mal avec ces sigles. Règle spéciale, si vous obtenez un résultat nul, les flammes d'ortho vous atteignent et votre niveau de santé diminue d'un cran. Vous ne pouvez dépenser aucun point d'héroïsme. Alors ça, c'est les règles simplifiées. Si le vigile à 4 pattes succombe, vous empressez de quitter la salle par l'issue opposée. Ok, alors ça va être très très dur. Bon, allez, combat. Alors, je viens d'aller reconsulter la règle, et bien je ne peux lancer aucun projectile. Alors effectivement, ce sigle-là, les cours de maths sont assez loin, signifie néant. Bon, il n'y a plus qu'à y aller, les amis. Alors, c'est mon premier combat depuis longtemps. Donc moi, je suis, pour vous situer, je suis au plus bas, au plus mal. Donc je vais dépenser plein de points d'héroïsme, parce que c'est la seule façon de m'en sortir. Donc pour moi, c'est cette colonne-là. Alors, je vais peut-être dépenser 4 points d'héroïsme directement. Alors, je vais dépenser 4 points d'héroïsme sur ce premier jet. Et j'ai fait 8 plus 4, 12. Donc, mon ennemi est dans cette colonne-là. Alors, 12 ou plus, j'ai réussi à le vaincre en un coup. Un coup à la carotide, bien ajusté, et hop, il est mort. Donc, c'était sans doute la bonne stratégie de dépenser d'un coup autant de points. Alors, par contre, je vais les supprimer. Et me voici à 4. Qu'est-ce que je fais? Me voici à 1. Hop. Ouf, eh bien, cette vidéo n'est pas terminée, que voulez-vous? Pourvu que ça dure. Je me rends au 220. Alors, 220. L'ascension ne dure guère avant de s'achever sur un palier au sol et au mur constitué de verre noir poli. Un flambeau dans une torchère réverbère votre image et celle de Goletté en plusieurs exemplaires sur cette surface étrange. Une arche imposante s'ouvre sur une nouvelle salle. Vous vous hâtez d'y pénétrer pour échapper au malaise qui vous étreint. Le minéral sombre laisse cette fois place à du bois pétrifié d'un gris anthracite, en partie recouvert par de lourdes tentures de tissu violet. Bien qu'aussi nue et sinistre que la précédente, cette vaste pièce se clôt à l'autre extrémité par 2 larges vantaux renforcés de barres d'airain. Vous pressentez le terme de votre expédition souterraine au-delà de ce seuil. Une créature tombe soudain du plafond pour volter devant cette double porte. Trop éloignée pour que vous puissiez la distinguer clairement, elle évoque quelques chauves-souris géantes au cuir hérissé de piquants, dotées d'un énorme et unique globe oculaire veiné de rouge en guise de tête. Elle reste ainsi en vol stationnaire, à battre lourdement des ailes sans s'approcher. Quand retentit soudain une voix caverneuse surgit de nulle part, mais assez forte pour vous meurtrir les tympans. « Qui vous envoie ?» Pour répondre à un nom, convertissez chaque lettre en nombre selon l'ordre alphabétique. A égale 1, B égale 2, C égale 3. Additionnez-les, multipliez le résultat par 3, puis rendez-vous au numéro de paragraphe ainsi obtenu. Mais attention, si ce que vous lisez ne commence pas par l'œil géant, vous devrez immédiatement vous rendre au 202.
plutôt que de répondre, vous pouvez très bien attaquer par surprise la chauve-souris. Alors, il ne faut pas parler de Déméter, est-ce que j'ai bien compris? Alors, Zeus, il y a 24 lettres dans l'alphabet. Alors, je vais vous demander un instant, parce que ça va être un peu long. Voilà. Me revoici après moult calculs avec ma petite calculette, et j'en profite pour vous montrer l'illustration. Elle est horriblement moche. Alors, le résultat de Zeus, ça fait 213. J'ai été voir un poil à l'avance, c'est bon. Mais j'ai fait quelques petites heures de calcul avant. Alors, 213. L'œil géant roule sur lui-même, puis la créature reprend de la hauteur pour se perdre dans les ombres du plafond et vous libérez ainsi le passage. Vous avancez avec prudence, puis accélérez le pas en constatant que la voie ne se manifeste plus. Visiblement, le lien de fraternité ou simplement l'autorité de Zeus suffit à vous donner l'accès aux portes du repère d'Hadès. Ces dernières s'ouvrent sans effort vers l'avant quand vous en poussez les poignets au 335. C'est ici. Alors, une résonance musicale vous accueille tandis que vous accédez à la salle du trône des enfers, comme un lourd disque d'airain suspendu vibrant sous l'effet d'un coup de boutoir. La salle circulaire est faiblement éclairée par des globes de verre renfermant des flammes bleutées enchâssées sur toute la circonférence dans les parois d'obsidienne. Il vous semble un instant sentir la main de Goléthé tressaillir dans la vôtre. Votre Majesté mérite bien son titre de Polydegmon, hôte de nombreux invités, grince une voix aiguë et sarcastique tandis que vos yeux s'habituent à ce nouvel éclairage. On voit vraiment tout et n'importe quoi déambuler dans votre royaume de nos jours. Paix, Clytemnon, rétorque la voix grave et profonde du maître des lieux, assis sur l'un des deux trônes d'ivoire qui reposent sur un large stylobate de marbre blanc veiné de gris. Laisse ces deux voyageurs de la surface nous exposer leurs requêtes. Hadès arbore une barbe et des cheveux indisciplinés d'un brun presque gris en comparaison avec le noir d'encre de ses yeux redoutables. Grand, large d'épaules, mais le visage cendreux et émacié, même sa nature divine ne lui épargne pas les altérations physiques dues à une existence souterraine prolongée. À ses côtés est assise son épouse, Perséphone, désormais reine du royaume des morts. La teinte laiteuse de sa peau révèle sa jeunesse et sa présence somme toute récente dans les enfers. Ses boucles rousses ont conservé toute leur vitalité et elle vous observe avec circonspection, la tête légèrement inclinée sur le côté et les mains bien à plat sur les accoudoirs. 3 garçonnets et 3 fillettes sont étendus sur des carpettes au pied du piédestal, à 4 coudées sous ceux du couple divin. Un sentiment de pitié mêlé de dégoût vous envahit en découvrant leurs visages ridés comme ceux de vieillards à l'article de la mort, alors que leurs bras nus sont exempts d'un tel flétrissement. Vous avez noté tous ces détails en un bref instant et répondez sans plus attendre. Je ne veux pas vous offenser, Seigneur Hadès, mais Déméter se désespère d'avoir perdu sa fille. Son chagrin est tel qu'elle ne tient plus son rôle auprès des hommes. Les cultures dépérissent dans l'île de Paros et bientôt, c'est tout le monde hellénique qui craindra la famine si elle ne revient pas à la raison. Alors, pourquoi venir me raisonner, moi, vous interrompt le souverain en balayant l'air d'un geste irrité. Ma sœur doit l'accepter, d'autant plus que mon épouse est fort satisfaite de son sort et de ses nouvelles responsabilités. Il se tourne en même temps vers Perséphone qui ne lui rend pas son regard. Muette, elle continue de vous observer avec une expression impénétrable, sans que vous puissiez y lire soumission, tristesse ou résignation, malgré son absence de réponse. Vous vous apprêtez à reprendre la parole, quand la jeune femme vous devance finalement d'une voix douce et posée.
Je ne peux pas quitter ma nouvelle demeure, même si je le désirerais. Je partage les repas de mon époux et toute nourriture terrestre me condamne à rester en ce lieu. Oui, enfin, je veux juste que tu ne t'enfuis pas à mon insu, grommelle Hadès. Autrement, tu es à peu près libre. De voir le roi des enfers sur la défensive vous surprend. Il s'agit peut-être d'une faiblesse à exploiter pour le faire fléchir. Rendez-vous au 404 si vous jouez le rôle d'Euclès. Sinon, allez au 52 pour insister sur la situation tragique dans laquelle il risque de plonger l'humanité. Ou au 125 pour faire semblant de comprendre son point de vue. Alors, j'hésite. Si les gens périssent, il va y avoir plein de monde. Ça va être plein. On va peut-être essayer de lui faire comprendre le tragique. Je ne sais pas si c'est un bon raisonnement. Je me rends au 52. Bien sûr que Déméter agit inconsidérément, intervenez-vous. Mais sa détresse peut se comprendre. Personne, pas même une déesse, je suppose, ne peut supporter de perdre sa fille du jour au lendemain. Attention, gronde Hadès, tu commences déjà à m'échauffer. Mais d'un autre côté, vous hâtez-vous de poursuivre, rien ne peut s'opposer à l'amour. Si vous avez choisi Perséphone pour reine et que cette union la rend heureuse, pourquoi alors la remettre en cause ? La dite souveraine s'apprête à prendre la parole. Craignant qu'elle mette à bas votre plaidoyer, vous enchaînez aussitôt. Il est important de prendre de la hauteur dans cette affaire, de se concentrer sur le vital, l'équilibre naturel et donc la survie de l'espèce humaine. Je sais quelles seront les conséquences pour nous si Déméter ne revient pas à la raison. C'est simple, nous mourrons. Mais si cela arrive, quelles seront les conséquences pour les dieux ? Rendez-vous au 288 si vous avez coché le nom de la muse Melpomène. Alors, Melpomène, c'est la tragédie. Je n'ai aucune muse. Sinon, partez plutôt 108 si vous possédez le code voleur. Je n'ai pas le code voleur. Mais si vous n'êtes dans aucun de ces cas, effectuez alors une épreuve de diplomatique de difficulté 9 et allez au 524 si vous réussissez, ou au 108 si vous échouez. Alors, en difficulté et en diplomatie, j'ai 0. Donc, je ne vous dis pas, ça va être compliqué. Donc, j'ai moins 2. J'ai 5, eh bien, j'ai échoué, je me rends au 108. Hadès se passe une main lasse sur le visage avant de rétorquer d'un ton péremptoire. Va dire à Déméter que sa fille est désormais reine des enfers et qu'à ce titre, sa présence est nécessaire ici. Les défunts ont besoin de Perséphone autant qu'ils ont besoin de moi. Qu'elle s'occupe plutôt des vivants de son côté puisque tel est son rôle. Mais si cela peut l'apaiser, dis-lui qu'elle est très heureuse de son sort, n'est-ce pas ? Ajoute le dieu en prenant son épouse à partie. En effet, répond cette dernière, je souffre de savoir ma mère en cet état. Vous pouvez donc la rassurer, ma place est sur ce trône et cette tâche me convient. Vous avez beau scruter son visage paisible, vous n'y décelez aucune trace de crainte ou de regret, ni de passion à vrai dire. Votre déception n'échappe pas à Hadès qui enfonce le clou, implacablement. Tu as fait tout ce chemin pour rien. Soit, mais tu auras plus vite fait de regagner la surface. Prends ce passage, il va te conduire à nouveau sur Paros. Ce n'est qu'à cet instant que vous remarquez l'infinité de portes ouvertes qui donnent sur la salle du trône. Comment ne les avez-vous pas vues plus tôt ? Celle désignée par le dieu des morts donne accès à un escalier à vis. Après avoir rainement salué le couple royal, en vous inclinant, vous quittez les lieux par ce passage en compagnie d'un golété bien silencieux. Les marches se succèdent par dizaines. Votre esprit bat la campagne et vous sombrez dans une torpeur irrésistible. Lorsque vous reprenez connaissance, vous vous retrouvez debout au milieu des champs de Paros, tout près du village, mais hors de portée de vue de la colline à Lif. Votre compagnon métallique a disparu et vous vous inquiétez un instant de son sort. En tout cas, cela vous arrange de n'avoir pas à reconnaître votre échec devant Dozo. Le temps s'est écoulé curieusement lors de votre périple dans les profondeurs.
Pour savoir comment, lancez 2 dés et ajoutez le résultat à votre valeur d'errance. Si vous disposez du code voleur, rendez-vous immédiatement au 368. Sinon, rendez-vous au 407 si c'est la fin du jour, le soir ou la première moitié de la nuit. Alors, lancez 2 dés et ajoutez le résultat à votre valeur d'errance. Aïe! Ça, c'est pas bon. Eh bien, ça fait 11. C'est monstrueux. 11. Alors, un petit gros plan sur ma fiche d'errance. Donc, je passe directement à 52. Donc, il ne faudra pas que j'oublie. Là, il faut que je lise le 47. Donc, ça tombe, je ne me trompe pas, ouais, ça tombe en pleine nuit. Ah oui, le voyage dans les enfers coûte cher. Alors, je peux me rendre au 436 si vous en êtes à la seconde partie de la nuit ou aux 2 premiers tiers du jour pour regagner votre voilier. Ça sera donc le 436. Bon, bah, ce voyage à Paros ne m'a été de guère d'utilité. 436. Augmentez votre valeur d'errance d'1 point. Je passe au 42. Non, au 53, pardon. Vous ressentez une pointe d'inquiétude en voyant de loin 4 personnes regroupées devant votre embarcation. Mais celle-ci se dissipe quand vous reconnaissez les vieillards qui vous avaient accueillis. Un compère gros comme une barrique les accompagne cette fois. « Ah, c'est toi !» lance le bavard quand vous approchez. Justement, on se demandait s'il fallait dire à nos jeunes de ramener ton rafio au sec. On ne savait pas si tu allais t'éterniser dans le coin, mais apparemment, il n'y a pas besoin. En effet, la mer est calme ce matin, c'est le moment idéal pour repartir. Bon vent, alors. On donnera quelques crabes à Poséidon pour qu'il te laisse tranquille. Vous vous éloignez bientôt de Paros en répondant aux mains levées de ces braves gens. Retournez à la section navigation. Alors, vu que j'arrive à la section navigation, je dois lire immédiatement le 347. 347. Alors, il faut que je choisisse d'abord la destination. Donc, est-ce que j'irai pas à Mykonos? Allez, je vais aller à Mykonos. Donc, Paros, Mykonos, ça nous fait combien? Paros, Mykonos, ça ne doit pas être loin, on peut le supposer. Paros, Mykonos, ça fait 2. Donc j'arrive au 55. À la fin de la journée. Donc, ça ne change rien pour l'instant. Je continue donc et je me rends au 347. Tel une vigie impavide, un îlot solitaire émerge à un peu moins d'1 mille des terres vers lesquelles vous vous dirigiez. Entouré de chétifs oliviers, un temple à colonnes doriques y flamboie, la blancheur de ses pierres magnifiée par la lumière crue du soleil. Si vous faites abstraction de ses dimensions sensiblement plus réduites, il vous évoque, par sa situation en front de mer, celui dédié à Poséidon au bout du cap Sounion, à l'extrémité de l'Attique. Seuls des oratoires consacrés aux dieux marins peuvent être édifiés en des endroits côtiers aussi isolés. Pensez-vous, en avisant le môle, encore un mot que je ne connais pas, susceptible d'accueillir les visiteurs. Un deux-mâts y mouille présentement. À votre grande surprise, vous repérez sur son pont un oxybel, un type de baliste légère, plus à sa place à bord d'une trière que sur un navire à voile. Une autre embarcation de moindre dimension est amarrée, mais aucune présence humaine n'est à noter, même à bord du bateau militaire. Vous pouvez accoster et visiter le temple au 32 ou jeter l'ancre dans un coin plus discret et surveiller la jetée. Enfin, vous pouvez bien sûr préférer poursuivre en retournant à la section navigation. Je vais accoster et visiter le temple. Je me rends au 32.
Une étonnante statue d'un dauphin grandeur nature, dressé sur sa queue, vous accueille une fois franchi le péristyle. Mais vous l'ignorez et la contournez, car des voix en provenance du naos vous attirent un peu plus loin. 8 soldats conversent avec le prêtre responsable du culte local. Protégés par des peaux de chèvre, armés de javelots, d'épées et de boucliers d'osier en forme de croissant, ces peltastes appartiennent à l'armée corinthienne, comme en témoigne leur casque aux protège-joues avancés. Votre irruption dans cet espace clos ne passe pas inaperçue et le groupe s'interrompt pour se tourner vers vous. Sans hésiter, l'épibate, responsable de la faction, s'approche alors, suivi de peu par ses hommes. Rendez-vous au 514. 514. J'espère que je ne vais pas avoir à combattre parce que je suis mal. L'épibate, un échalas svelte mais dominant d'une tête ses 7 subalternes. Pardon. L'épibate est un échalas svelte mais dominant d'une tête ses 7 subalternes. Cet asperge aurait une belle prestance sans l'épouvantable poireau qui mûrit allègrement au coin de sa bouche. Une grande créature volante a été vue dans les parages, lance-t-il après un bref salut de la tête. Nous la recherchons, cela vous dit-il quelque chose? La chimère? Votre réponse spontanée fait sursauter les peltastes et écarquiller les yeux de leur chef. Tu l'as vue? Vous demande-t-il sans plus s'embarrasser de formalités, avec une anxiété fiévreuse. Il y a combien de temps? Où est-elle? Nous avons pour mission de la débusquer et de la chasser. Alors toutes les informations nous seront utiles. Vous ne savez si vous devez admirer la bravoure de ces malheureux ou plaindre leur naïveté s'ils espèrent vraiment vaincre à eux 8 votre terrible némésis. Vous ne pouvez vous empêcher de suggérer diplomatiquement la difficulté de cette tâche. Loin de s'offenser, l'épibate balaie vos craintes en mentionnant une arme particulière à bord de leur navire qui leur a été confiée pour venir à bout du monstre. Voilà qui aiguise votre intérêt. En l'espace des quelques secondes au cours desquelles vous soutenez le regard impatient de l'officier, vous supposez l'idée de lui révéler à la fois votre identité et que la chimère est justement sur vos traces. Grâce à votre réputation, vous estimez avoir quelque chance de le convaincre de vous confier cette arme afin d'éliminer la créature quand elle vous retrouvera de nouveau. Mais vous prenez alors un grand risque en avouant être indirectement à l'origine de la venue du monstre en mer Égée. Vous pouvez tenter de le convaincre ou prétexter avoir seulement entendu parler de sa présence dans les parages. Alors je vais me méfier, bien sûr, et avoir seulement entendu parler de sa présence dans les parages. 248. L'épibate ne cache pas sa déception quand vous évoquez le fallacieux témoignage de pêcheurs qui auraient aperçu la bête de loin 2 jours plus tôt. Vous indiquez cependant l'endroit où vous lui avez échappé en fuyant le navire perse avec l'espoir très ténu que ces hommes puissent vous en débarrasser. L'officier semble prendre au sérieux cette information et la troupe vous salue avant de rejoindre le 2 mâts. Vous-même quittez l'îlot sans plus attendre pour une nouvelle destination. La présence de ces peltastes vous ayant rappelé que la chimère va inévitablement vous retrouver si vous ne finissez pas rapidement par localiser Aphrodite. Poursuivez votre périple à la section navigation. Eh bien, je vais continuer donc vers l'île de Mykonos. Donc l'île de Mykonos, ça sera le 593. 593. Je suis toujours à mon premier essai sur ce livre, c'est du costaud. La côte de Mykonos se caractérise par de nombreuses criques, chacune abritant son hameau de pêcheurs. Le climat sec et la végétation rare ne proposent guère d'autres moyens pour subsister que le produit du royaume de Poséidon. Votre embarcation s'apprête d'ailleurs à passer au milieu d'un groupe de casiers flottants destinés à piéger langoustes, tourteaux et autres araignées de mer. Mais vous repérez presque dans le même temps une barque à rame en approche, pilotée par son unique occupant. Sans nul doute, l'homme qui a installé ces casiers qui vient à présent les relever.
Il ne serait guère satisfait de vous voir abîmer ses outils de travail, aussi effectuez-vous un crochet pour ne pas froisser la population locale. Une rade, petite et charmante, accueille votre esquif. Tout en attachant solidement ce dernier à un ponton, vous admirez la trentaine de maisonnées construites en terrasse le long des 2 falaises resserrées qui encadrent cette crique. Une fois l'assurance acquise que votre nœud ne se déliera pas, vous partez hardiment à l'exploration de Mykonos. Quoique la vision d'une auberge vous arrête soudain en plein élan. Il est surprenant de trouver un tel établissement dans un si modeste village, bien calme, éloigné de surcroît des routes commerciales. Peut-être avez-vous accosté sans le savoir dans l'un des bourgs les plus importants de cette île naguère peuplée. Quelques clients se désaltèrent à des tables à l'abri d'une terrasse coiffée d'une treille abondante. Un spectacle on ne peut plus attrayant pour tout voyageur solitaire. Par ailleurs, une silhouette fluette semble affairée à quelque besogne, accroupie à proximité du sentier menant hors du hameau. Si le soir est tombé, vous pénétrez d'office dans la taverne pour quémander une chambre. Si c'est le jour, vous pouvez tout de même y entrer, à moins que vous ne préfériez approcher l'autochtone que vous distinguez au loin. Alors, nous sommes au 55, ce n'est pas encore le soir, et c'est donc je vais approcher l'autochtone au 198. La piste en sortie du hameau passe à proximité d'un ruisseau maigrelet. Une adolescente tente d'y remplir 2 grosses cruches, mais semble bien en peine, le débit étant aussi faible que les contenants sont volumineux. De surcroît, un berceau est posé à terre tout près d'elle, lesté d'un joli poupon langé. Le fruit restant de la jeune fille, à en juger le ventre encore rebondi de cette dernière. Elle pousse un léger cri de frayeur quand vous vous approchez pour l'aider. Vous la rassurez cependant sur vos intentions et lui prenez une jarre des mains pour la remplir patiemment au filet d'eau sous son regard méfiant. La villageoise finit par vous adresser la parole quand vous attrapez ensuite le second récipient. « Vous ne devriez pas aller par là », fait-elle en attirant d'un mouvement de tête votre attention sur la piste d'un peu plus loin. « C'est dangereux. »« Ah, et pourquoi ?» 2 géants ont débarqué à Mykonos. Ils étaient là il y a 1 heure. Ils n'ont attaqué personne, mais ils n'ont pas l'air commodes. Ils préparent un mauvais coup, ça se voyait. Si j'étais vous, je ne resterais pas ici. Vous la remerciez, puis lui demandez si elle n'a pas vu quelque chose d'anormal ces derniers temps sur son île en dehors de ces 2 étrangers, ou entendu quelques rumeurs du même tonneau. Mais la jeune mère ne vous donne aucun indice sur la présence d'Aphrodite dans les parages. Quand vous lui demandez si d'autres personnes au village pourraient vous renseigner, elle secoue la tête et précise que les voyageurs sont rares par ici. Vous-même et les 2 géants en question êtes les premiers visiteurs depuis presque 10 jours, du moins de ce côté de l'île. Vous la remerciez, l'aidez à porter ses cruches sur une courte distance avant qu'elle n'insiste pour se débrouiller seule. Ensuite, la pauvrette étant visiblement peu désireuse de vous conduire jusqu'à son logis. Allez-vous gagner l'intérieur de Mykonos malgré la mise en garde ou retourner à votre voilier afin de partir vers une destination plus intéressante? Bon. Je vais aller au 91, aiguisé par ma curiosité maladive. Au moins, comme je suis sûr de ne pas réussir le livre au premier essai, je préfère m'enquérir de ce qu'il s'y passe le plus possible. Après une ascension plutôt raide, qui vous permet de dominer l'anse où se niche le bourg, le sentier traverse un vaste champ d'orge. Mais les plans s'avèrent plutôt malingres. Pas sûr que les locaux aient cette année assez de pain pour accompagner leurs poissons, pensez-vous, tout en vous dirigeant vers la silhouette isolée d'un chêne qui pousse au milieu des céréales, tel un extraordinaire épouvantail. 2 personnes sont adossées au tronc de l'arbre solitaire pour profiter de son ombre. Elles vous aperçoivent et se lèvent de concert pour vous accueillir. Au vu de leur taille, il vous semblerait fort que vous veniez de rencontrer les géants redoutés. Leurs 5 bonnes coudées de hauteur ont en effet de quoi impressionner les plus braves. Vous songez même un court instant à faire demi-tour.
Mais la lâcheté n'entre pas dans vos habitudes. Impavide, sans même ralentir l'allure, vous rejoignez la paire de colosses qui vous regarde approcher d'un air amène. En fait, si l'on accepte leur stature hors du commun, leurs corps sont normalement proportionnés, leur visage agréable, presque séduisant même, avec des traits réguliers et des mâchoires volontaires. La moira est avec nous, frangin, s'exclament gaiement l'un tout en levant le bras pour vous saluer. On peut presque dire qu'on t'attendait, s'exclave-t-il à votre attention cette fois. On se connaît, répartissez-vous avec circonspection. Rendez-vous au 519. 519. Celui ayant lancé la discussion porte une barbe broussailleuse, noire, quoique parsemée de poils roux. Avec son crâne rasé de près, il vous rappelle singulièrement un fort en gueule qui vous a défié en duel près de Corinthe. La taille en plus. Son vis-à-vis lui ressemble assurément, mais présente une allure plus raffinée. Le cheveu brun est bouclé jusque sous les oreilles, un anneau doré pendant d'ailleurs à celle de droite. Le duvet guère plus vieux d'une semaine sur son manteau volontaire de ses joues creuses. Tous deux sont vêtus de tuniques cintrées à la taille par d'épaisses cordelettes teintes en vert. Des vêtements couverts de poussière mais d'une facture supérieure à l'ordinaire. Non, on ne se connaît pas encore, mais ça peut s'arranger, plaisante le barbu. Moi, c'est Othos, et lui, c'est Éphialtès. On ne va pas y aller par quatre chemins, on a besoin d'un associé pour une entreprise qui peut rapporter gros. Attends, Othos, m'interrompt alors son frère sur un ton civil. Qui te dit que l'appât du gain a plus d'attrait qu'une noble cause? Enfin, noble cause. De notre point de vue, tout au moins, ajoute-t-il en s'esclaffant sous le regard perplexe du barbu. Vois-tu, nous sommes ici pour récupérer un bien qui nous a été dérobé. Pas quelque chose de grande valeur en soi, mais un bijou de famille quand même, auquel nous sommes attachés. Est-ce que tu connais Triton? Les deux géants prennent tour à tour la parole. Éphialtès avec calme et précision, mais Othos bien plus véhément. Il vous explique que le fils de Poséidon et d'Amphitrite est leur demi-frère, eux-mêmes se prétendant demi-dieux, fruit de l'union du dieu des mers avec Iphimédie, une mortelle déjà mariée. Cette relation adultère a dû rester secrète à l'époque, ce qui explique pourquoi vous n'aviez jamais entendu parler d'eux. Mais ce lien familial est surtout devenu source de jalousie et de mesquinerie. Un an plus tôt, Triton a volé à leur mère un collier offert par Poséidon. Les deux géants ont récemment découvert que leur ennemi intime séjournait sur Mykonos, dans une demeure souterraine sous le mont Arménistis. Ils ont l'intention de s'y rendre, de lui infliger une correction, de récupérer le bien de leur mère ainsi que tout autre trésor à titre de représailles. Les deux frères craignent cependant d'être pénalisés pendant cette effraction à cause de leur forte carrure. Un piège ou un passage exigu pourrait tout simplement les bloquer. Voilà pourquoi ils recherchent un collaborateur humain qui serait évidemment récompensé par une part du butin acquis. Rendez-vous au 398 si vous jouez Antinera, 396 avec Brasidas ou 102 dans Euclès. Alors, moi c'est Antinera, donc ça sera le 398. Cet Éphialtès, alors on va reprendre un petit peu de texte, ça va vous changer un poil. Cet Éphialtès est un beau parleur, ça se devine tout de suite. Charmant, certes, mais à mon avis, il sait bien enjoliver ses histoires. Le côté direct de son frère me convient mieux. Je pense qu'il me dise en grande partie la vérité, même si cette affaire de bijoux maternels me paraît quand même un peu suspecte. Vu comment Othos est plus hésitant sur le sujet, pas sûr que Triton soit aussi machiavélique qu'il le laisse entendre. Après, les querelles de dieux ou de demi-dieux m'importent peu. Les chances sont grandes que les deux géants
viennent piller la demeure du célèbre fils de Poséidon sous n'importe quel prétexte. Je suis une reine, pas une voleuse. D'un autre côté, tout butin d'importance est bon à prendre pour mon prochain retour au pays. La guerre contre les peuples voisins est imminente et les armes et les mercenaires ne se paient pas avec du sable. Pourquoi pas, fais-je. Mais comment voulez-vous partager? En 3, propose Othos, vous souhaitez interrompu par Éphialtès. Ça dépend, tout est possible. Tu préfères de la monnaie, des gemmes, des bijoux faciles à transporter? Il paraît que Triton en fait toute une collection. C'est ça, mon malin. Tu crois que je ne vois pas dans ton jeu à vouloir m'appâter aussi grossièrement? Parce que vous êtes plus grand, je laisse à vous les choses lourdes. Si on travaille ensemble, à moi les pierres chères, les bijoux, et à vous les pièces et les autres choses chères. Mais qui prend place? D'accord. Qui prendre place? En français un petit peu hésitant là, mais qui prendre place? Je ne suis pas sûr que ce soit bien français. Il se concerte du regard avec beaucoup d'hésitation. Comme je l'avais deviné, les richesses qu'il convoite sont bien loin de se cantonner aux 10 colliers. Éphialtès hausse les épaules, donc ça me prouve qu'il mente, a priori. Éphialtès hausse les épaules d'un air entendu avant de répondre. Si c'est ce que tu désires, ça nous va. On va dire que c'est pour tes beaux yeux. Je m'amuse du compliment facile, mais en mon fort intérieur, j'hésite grandement à me lancer dans une entreprise quelque peu amorale et surtout probablement très dangereuse. Vous pouvez aider les 2 géants à piller les trésors de Triton, refuser diplomatiquement ou faire mine d'accepter avec l'intention de leur fausser compagnie à la meilleure occasion. Je vais leur fausser compagnie à la meilleure occasion. C'est le 201. 201. Alors, 201, c'est ici. C'est d'accord, je viens avec vous. Vous les regardez chacun dans les yeux avec détermination et votre attitude semble les satisfaire au plus haut point. « À la bonne heure !» s'exclame Othos. « Avec toi, on est sûr de réussir notre coup. »« Sûr, je ne sais pas, plaisante son frère à la boucle d'oreille. Il peut y avoir des mauvaises surprises, mais nos chances augmentent en flèche, ça c'est certain. » Le sourire d'Éphialtès est on ne peut plus chaleureux. Son temps de réaction ne vous a cependant pas échappé après que vous ayez donné votre accord. À l'évidence, c'est de lui que vous devez vous méfier. Il ne vous fait pas encore confiance et risque de vous tenir à l'œil. Cela n'empêche pas que vous comptez bien leur fausser compagnie à la meilleure occasion, même si en votre fort intérieur, vous n'aimez pas faire preuve d'une telle duplicité. Tout votre instinct vous crie de ne pas vous impliquer dans leurs sinistres machinations. Alors, il faut toujours suivre son instinct, c'est clair. Ôtez-vous 1 point d'héroïsme si vous jouez un Tinéra, et même 2 points avec Brasidas. Bon, bah oui, c'est pas héroïque comme attitude. Notez ensuite le code infiltré. Alors, je n'ai plus d'héroïsme. Comme ça, c'est facile, c'est 0. Alors, infiltré. Infiltré. Hop. Je vais donc en 226. 226. Gros paragraphe. Le paysage se révèle de plus en plus aride à mesure que vous approchez du mont Arménétis, à peine une colline hérissée à sa base de chênes-lièges et d'oliviers rabougris. Au milieu des herbes jaunies se dissimule toute une population de volatiles, guère accoutumés à ce que leur habitat soit traversé par des bipèdes d'un autre genre. Vous vous amusez ainsi à voir détaler des nuées de cailles sur leurs courtes pattes ou s'envoler des couples de tourterelles. Les 2 frères bavardent tout au long du chemin, vous narrant de précédentes aventures et des anecdotes plus légères de leur jeunesse. Les dangers à venir ne semblent guère les inquiéter. Le marché champêtre
La marche champêtre réclame un peu plus d'effort quand le terrain gagne en altitude. Une fois parvenu aux abords d'un promontoire pierreux, dont l'escalade vous paraît assez ardue, les géants cessent leur babillage et vous intiment également le silence. Vous longez à présent le pain de roche par la gauche, puis vous arrêtez net quand Othos lève la main devant vous. « Tu vois, demande le géant chauve tout en désignant du doigt une ouverture dans le flanc de la colline. On y est. L'entrée du tunnel, qui se profile à une centaine d'empans de là, présente un aspect carré, ceinte sur chaque côté et à son sommet par 3 blocs de pierre verte parfaitement taillés en piliers et linteaux. Du jade, dirait-on même, si ce minéral ne se trouve d'ordinaire jamais en telle quantité. Vous n'aviez pas compris que Triton résidait dans un palais souterrain. Augmenté d'1 point d'errance. Je passe à 56, le soir tombe. Vos acolytes décident de s'approcher à pas furtifs, les mains serrées autour des manches de leurs lourdes haches de guerre. Vous alliez les suivre quand votre regard tombe sur une autre grotte légèrement en contrebas. D'aspect cette fois naturel, vous songez qu'elle communique peut-être avec la galerie principale, mais son étroitesse obligerait les géants à y avancer la tête rentrée dans les épaules. Comme ils ne peuvent pas l'avoir raté, voilà sans doute pourquoi ils n'ont pas attiré votre attention sur cette deuxième ouverture. Vous pouvez leur proposer de partir en reconnaissance dans ce boyau ou ne pas prendre ce risque et rester avec eux. Je vais partir en reconnaissance dans ce boyau et je vais aller au vin. Ah mais oui, en voilà une bonne idée, s'exclame Othos quand vous leur parlez de cette entrée. On n'y pensait plus. En effet, tu pourrais aller voir où ça mène. Mais pas de risque inutile, ajoute son frère. Si tu restes trop longtemps, nous irons sans toi. Nous ne t'attendrons pas indéfiniment. Tiens, prends ça. Éphialtès sort de sa bourse un morceau de verre poli de forme oblongue. Ça va t'éclairer. Pas beaucoup, mais c'est bien plus discret qu'une torche. Vous acquiesquez, puis avancez jusqu'à la sombre ouverture. Dès que vous en franchissez le seuil, le présent du géant s'illumine d'un pâle éclat intérieur qui vous permet d'y voir sur plusieurs pas de distance. L'atmosphère est fraîche, le sol glissant d'humidité, les parois suintantes. Il vous semble même sentir les remugles marins, vagues fumées d'algues et de poissons en décomposition. Mais peut-être votre imagination vous joue-t-elle des tours, car vous ne parvenez plus à capter cette odeur quand vous reniflez à plusieurs reprises pour l'identifier. Le rivage est quand même bien trop éloigné. Le tunnel s'enfonce de manière rectiligne en descendant très doucement. Au bout d'environ 2 minutes, à progresser avec prudence dans cet environnement confiné, le passage se prolonge par des marches grossières qui débouchent sur un corridor transversal. Ce dernier s'avère plus large et consolidé par de longues veines de jade qui courent tout le long de son plafond et de ses parois taillées. Ce complexe souterrain fait à l'évidence partie du domaine de Triton. Après y avoir jeté un coup d'œil pour vous assurer que le nouveau tunnel est désert, vous revenez sur vos pas afin de prévenir vos associés. Alors j'essaye de vous montrer. Mais une masse frétillante au travers du passage vous arrête net dans votre élan. Une créature hideuse sort de l'ombre pour venir à votre rencontre. Caricature de serpent flasque, livide et aveugle, doté à chaque extrémité d'un tentacule tubulaire d'où s'échappe un mucus étrange. Comment ce monstre a-t-il pu pénétrer dans le tunnel en échappant à la vigilance des 2 frères? Vous n'en savez rien. Mais foin de cette énigme, vous devez d'abord défendre votre vie. Alors, on va pouvoir lancer un projectile. On a quand même un modificateur de combat de +1, c'est pas mal. Et n'est pas en super forme. Ça, c'est pas mal. Règle spéciale. Comme chaque extrémité essaie de vous fouetter en même temps, lancez 2 fois les dés par assaut et appliquez le résultat qui vous est le plus défavorable. Si vous souhaitez utiliser de l'héroïsme, vous devez en dépenser avant chaque tirage. De plus, rien que ça, changez tous les résultats E-tête, E-main
E genou, E côte, E perte d'équilibre, E étourdi en nul. Ça va être super dur les enfants. La caméra est tombée, je suis désolé. Donc voici, alors moi je suis en petite forme, comme toujours. Donc mon niveau de santé actuel est au plus bas et l'ennemi est ici. Donc j'attrape ma piste de dés et je lance 2 fois les dés. J'ai plus 1 et je n'ai plus d'héroïsme. J'ai un 7 et j'ai un 7. Donc 7, l'ennemi, bon bah ça fait 8. Donc c'est E, perte d'équilibre. Non mais ça va être super dur si... Alors c'est quoi? Il me faut du blessé obligatoirement. Bon, ça va être super dur les enfants. Je relance. 6 et 2. Alors 2 plus 1, 3. Les enfants, je suis mort. C'est même là. Eh bien, c'est ici que s'achève l'aventure d'Antienera, la reine, avec un espèce de poisson livide qui m'a attaqué dans un tunnel de Mykonos pour le compte de 2 voleurs. Sans doute que je n'aurais pas dû pénétrer dans ce tunnel. C'est ici que s'achève mon... Je ne m'attendais pas à aller super loin, forcément, en étant, on va dire, aussi amoché, mais j'aurais pu peut-être rentrer dans une auberge et me reposer. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Enfin bref. Je ne peux pas revenir en arrière. Voilà tout. Donc je suis un petit peu déçu parce que chaque essai sur ce livre eh bien, va me prendre quand même pas mal de temps, hein, parce que c'est du costaud. Mais c'est super. Donc je vais faire une petite vidéo critique très prochainement, sans spoil, pour que vous puissiez acheter ce livre. Eh bien, s'il vous plaît, parce que là j'ai fait un essai, mais il faut bien ce qu'il y ait. Après ce premier essai, vous pouvez encore acheter ce livre. Je pense qu'on n'a pas fait plus de 20% de ce livre. Alors c'est vrai qu'on a quand même fait le plaisir de la découverte, mais néanmoins vous pouvez l'acquérir. Et puis un livre, gros avantage des livres, ça se revend très très facilement. Je vais le garder dans ma collection, mais ça se revend très facilement. Donc, forcément que la critique de ce livre sera excellente. Hein. C'est très très bien écrit, c'est très varié, c'est très dépaysant, c'est très ludique aussi, avec des combats présents, mais pas trop. On a de belles descriptions, on a vraiment l'impression de se balader en Grèce antique. L'auteur a pris son temps pour écrire ce livre et on va en faire une critique, je pense, dithyrambique. Seul petit défaut, peut-être, on a parfois des fautes, des petites fautes, des oublis de mots, voilà, enfin une relecture peut-être qui aurait été dû être peut-être un peu mieux faite. Voilà tout ce que je peux en dire. Sur ces réflexions, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous laisse reprendre une activité normale, c'est-à-dire... Alors je ne sais pas si vous étiez devant votre écran quand vous écoutez cette vidéo-là, parce que c'est plutôt une vidéo audio, hein, un podcast, enfin un truc dans ce genre-là, parce qu'il n'est pas tellement utile de voir l'image sur ce type de support. Bon, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, j'espère, sur Livre Aventure TV. Ciao.